Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo de Dragon, votre journal du vendredi 100% Dracénie. Ce mois-ci est placé sous le signe de la sensibilisation aux maladies environnementales, je vous le rappelle, un mal de notre temps puisque celui-ci n'a été pointé du doigt que très récemment par l'Organisation mondiale de la santé. Et puisque ce 12 mai a été désigné Journée internationale des maladies environnementales, exprimons tous notre soutien aux victimes d'hypersensibilité chronique ou d'intoxication. Pour les autres, c'est le moment de repenser vos modes de vie si vous êtes exposé à la pollution qui va amplifier ou causer pas mal de maladies. Retour sur l'actualité locale à présent, en allant à Salerne, où un nouvel établissement d'intérêt général a fait son apparition pour les amateurs d'occasion. L'association de la ressourcerie de l'Orgue a en effet ouvert une autre recyclerie, un local plus grand avec au moins autant de bonnes affaires. Et à la suite, direction l'association Gulliver aux Arcs, une organisation de médiation scientifique dont les diverses activités pour petits et grands ne manqueront pas de vous en apprendre plus sur les sciences tout en conservant un aspect ludique. Enfin, un petit détour musical par l'art d'accorder les pianos avec Carl Jess, spécialiste des clavecins, qui nous explique son métier en détail. Et oui, si la plupart des instruments sont accordés par ceux qui les utilisent, les pianos, plus lourds et plus complexes, demandent le savoir-faire d'un professionnel. Bien qu'aujourd'hui des alternatives apparaissent, la qualité d'un toucher humain reste nécessaire pour un son unique et propre à l'instrument. Tout de suite, un reportage de Cynthia Billeux et Gérald Chadet. J'ai commencé le piano à l'âge de 5 ans, piano classique, avec tout l'aspect rigoureux de ce que ça peut recouvrir. J'ai commencé dans l'usine de piano. Voilà. On avait des accordeurs aveugles, puisqu'à l'époque il y avait une école d'accordeurs aveugles à Paris. Et c'était un monsieur qui s'appelait Michel Devèze, qui était donc aveugle bien sûr. Michel m'a appris une technique qui rejoint les accordeurs Pleyel des années 20. Donc on fait des accords un petit peu chantants, on essaye d'adapter le type d'accordage à tous les défauts que peut avoir un piano, y compris l'énharmonicité, qui est calculée bien sûr, mais qui se compense aussi à l'oreille. Un bon accordeur de piano, je pense que c'est avant tout quelqu'un qui travaille avec le pianiste, parce que dès le départ, le postulat de départ, c'est tout simplement que nous ne sommes pas là pour nous. Le verdict final, c'est bien le musicien. Nous ne sommes là qu'au service des pianistes. Je travaille à l'oreille. Et comment dirais-je, c'est une technique qui m'a été transmise. J'ai rien inventé, ni plus ni moins. J'utilise le commode pythagoricien comme la plupart des musiciens actuels. Mais la tendance actuelle, effectivement, est à accorder avec soit des iPads, il y a des logiciels dédiés, ou des machines qu'on achète, voire certains sagouins avec des téléphones, conserver les caractéristiques de notre métier. C'est pas du conservatisme, mais c'est aussi du bon goût, parce que la machine n'a pas de goût. Je considère que le bon goût de l'accordeur et du musicien reste quand même primordiaux, et nous les accords, on essaye de faire chanter un piano. Voilà, on compense l'industrialisation du piano, et puis la production devient de plus en plus standardisée, de plus en plus numérisée, et j'aime me souvenir de l'époque où c'était à dimension humaine. Et maintenant place à Gulliver, l'association de médiation scientifique, qui organise peut-être en ce moment même une activité ou une exposition près de chez vous. N'hésitez pas à vous renseigner pour y participer ou y inscrire vos enfants. Nous avons pu pour notre part assister à un atelier fossile à Bargemont que nous vous laissons découvrir dans ce reportage de Cynthia Billeux et Victor Lebel. Basée aux Arcs-sur-Argence, une petite association a depuis plusieurs décennies la charge d'émerveiller et de faire découvrir les sciences dans toute la Provence. Avec la paléontologie et le climat pour spécialité, cette équipe de passionnés organise expositions et activités pour toutes les tranches d'âge. Alors Gulliver, c'est une association de culture scientifique qui a été créée en 1996 et qui agit dans le Var, donc depuis cette époque-là, pour défendre et diffuser le partage des savoirs en se spécialisant sur les sciences de la vie. Donc Gulliver a deux gros pôles d'action. Nous proposons des médiations à destination de tout public, que ce soit des scolaires, des familles, du grand public ou du public pénitentiaire.
Et nous avons aussi un pôle d'animation, c'est-à-dire que nous animons le réseau sur la plateforme Écosciences Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et nous faisons partie de différents autres réseaux professionnels. Nous sommes aussi les coordinateurs de la Fête de la Science depuis 2017. Des activités d'importance pour une petite équipe motivée, les 3 à 4 salariés sont soutenus par les administrateurs et épaulés par des bénévoles partageant leur expertise. Adrien, par exemple, est médiateur scientifique et va être en charge de l'organisation et l'animation d'ateliers, ce qui demande tout un travail en amont. Donc dans le boulot de la médiation scientifique en tant que médiateur, le travail ça va être déjà de cibler, de savoir à quel public on va parler. Donc en fait il faut travailler sur le contenu scientifique, adapter son contenu en fonction de l'âge des participants et ensuite essayer de marier ludique et expérience un peu scientifique et notion scientifique. Donc en fait on travaille essentiellement avec des scolaires, donc on intervient dans tout le département du Var et on travaille aussi avec les centres de loisirs, les médiathèques, on se déplace et on fait des animations scientifiques. Donc les animations, ça peut être comme celle aujourd'hui qu'on a fait à Bargement, donc qui s'appelle Biodiversité du passé, fouilles paléontologiques, où on va présenter justement différents animaux, comment ces animaux se sont fossilisés, ainsi que certains végétaux, et après on va un petit peu parler de leur écologie, de leur milieu de vie et des différentes apparitions, successions en fait des différents êtres vivants sur la planète. Et après on s'amuse à faire des moulages de fossiles justement pour un peu montrer comment les fossiles se forment. En parallèle de ces ateliers, Gulliver organise de nombreuses expositions dans toute la région PACA, avec pour sujet de prédilection la paléontologie, mais parfois d'autres thèmes. En effet, l'association est en partenariat avec le Muséum d'histoire naturelle d'Aix-en-Provence, qui lui met à disposition une partie de ses collections afin de créer des présentations à la demande. Actuellement, une exposition sur la biodiversité marine est ouverte à Sanary. N'hésitez donc pas à aller la découvrir. Enfin, direction Salerne, où nous attend la nouvelle recyclerie, une addition nécessaire à l'économie circulaire en Dracénie, mais aussi un point de dépôt pour les objets dont on peut se délester, tout en représentant une alternative à la déchetterie si ceux-ci sont en bon état. Découvrez le lieu dans ce reportage de Victor Lebel et Kylian Rambourg. Après la recyclerie Lorguaise, la ressourcerie de Salerne, qui a récemment ouvert ses portes, est une nouvelle addition à l'économie circulaire en Dracénie. Cette extension de l'association est à la fois une étape importante et le point de départ pour de nouveaux projets plus ambitieux, d'autant que l'engouement créé par leur initiative ne cesse de croître, avec un nombre de bénévoles et d'usagers qui augmente constamment. Ça va faire 3 ans que la recyclerie existe. On a monté l'association il y a 3 ans, l'été, il y a presque 3 ans. Et depuis, on a commencé dans un petit garage de 25 mètres carrés. Assez rapidement, on est arrivé dans un local de 280 mètres carrés. Et là, on a fait une étude en tout début de projet. Notre objectif, c'était un local de 500 mètres carrés. Là, on a trouvé notre maison normalement. Donc là, on est là pour un petit moment. Et avec le succès de la ressourcerie, l'association peut en effet s'implanter durablement. Avec l'agrandissement des locaux, elle compte désormais 2 employés en plus de ses 60 bénévoles. Mais comment une telle organisation est-elle financée ? Alors, on est financé, on va dire aujourd'hui, à 80% avec les ventes des objets qui nous sont offerts et qui sont vendus à petit prix. On est soutenu par pas mal de municipalités, donc ça pour nous c'est super important. Après, les subventions peuvent être importantes ou pas, mais ce qui compte c'est de sentir que les villages alentours, on trouve notre place, on s'ancre dans le territoire, quoi. Donc ça pour nous c'est super important. À partir de l'année prochaine, la subvention se termine et je pense qu'on sera autofinancé à hauteur de 95%. En effet, la ressourcerie est quasiment autonome malgré des prix très faibles. Les objets sont revendus au maximum 1/3 du prix auquel on pourrait les trouver dans le commerce, et parfois beaucoup plus bas. Donc qu'est-ce qu'on prend comme objet à la recyclerie ? Déjà, il ne faut pas se tromper, il y a les objets qui ont eu une super belle vie, mais qui maintenant il faut amener à la déchetterie, il faut l'accepter, c'est les objets qui ne sont pas réutilisables, et donc ici ils ne trouvent pas leur place. Et ensuite, tous les objets réutilisables, pour l'instant, à part cette filière BTP qu'on a envie de commencer en septembre, on prend de tout. Donc ça va être du mobilier, ça va être de la vaisselle, des bibelots, des vêtements, des jouets, de la puériculture, qu'est-ce que j'oublie ? Des livres. Enfin, voilà, donc tout type d'objets réutilisables, électroménagers, multimédia. Ces objets seront ensuite triés par les bénévoles pour garantir leur état, chacun recevant un traitement différent. Les vêtements sont minutieusement observés à la recherche de déchirures éventuelles et l'électroménager réparé dans la mesure du possible. Ce traitement garantit aux visiteurs une variété d'objets d'une certaine qualité qui ne manque pas de les satisfaire par ailleurs.
Moi je trouve ça super. Moi de toute façon j'achète que de l'occasion quasiment pour mes enfants. Comme ils grandissent vite, voilà, j'aime bien changer aussi régulièrement, donc ça me permet de pas trop dépenser comme ça. Finalement, la recyclerie a de beaux jours devant elle, avec 1 millier de ventes par mois et de nouveaux clients chaque jour. Mais l'initiative ne s'arrêtera sûrement pas ici, car de nouvelles évolutions sont sans cesse proposées par les bénévoles, comme l'ajout d'une nouvelle filière BTP ou la mise en place de campagnes de sensibilisation. Et maintenant, place au sport, avec une semaine chargée. Mathieu, à toi l'antenne. Bienvenue sur Infosport, votre rubrique sur le sport en Dracénie. On débute cette semaine par notre reportage sur la journée des sports partagés. Au complexe Henri Girand de Draguignan, les élèves en situation de handicap formaient un binôme avec les élèves valides pour partager des émotions, des valeurs et de l'entraide durant ces activités sportives et adaptées. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis ici sur un des centres sportifs de la ville de Draguignan, donc le COSEC, le gymnase du COSEC, pour accueillir la journée sport partagé, qui est à l'initiative de l'éducation nationale en tant que décideur, mais nous, la ville de Draguignan, qui menons une politique volontariste pour l'inclusion des enfants handicapés, notamment au sein des écoles classiques. Nous nous sommes portés volontaires pour la 6e, 7e année pour accueillir cette journée, mettre à disposition les infrastructures et participer à l'effort d'inclusion de ce public fragile. Alors les classes qui sont présentes aujourd'hui sont principalement les classes émanant des dispositifs ULIS, Unité locale d'inclusion scolaire, qui sont des classes spécialisées qui accueillent les enfants reconnus handicapés par la MDPH. Donc les classes qui sont ici sont beaucoup de classes ULIS, alors que ce soit de la section primaire, secondaire, collège, voire lycée, puisque le dispositif ULIS existe également en collège et lycée. Je suis venue donc vous parler un petit peu de cette journée du sport partagé qui a toute sa place dans le cadre de l'inclusion scolaire. L'objectif était de trouver des élèves du collège en situation de handicap et leur adjoindre un élève qui donc, ne l'était pas pour former des binômes et pour participer aux différents ateliers qui étaient proposés par l'UNSS ce jour. Alors c'est une journée qu'on appelle journée sport partagé, c'est-à-dire que ce sont des binômes constitués d'élèves en situation de handicap associés à un élève valide et qui participent à plusieurs activités, plusieurs ateliers sportifs. Alors au niveau de la journée sport partagé sur Draguignan, il y a 120 élèves, une trentaine d'encadrants et d'encadrants qui accompagnent les élèves, que ce soit des professeurs ou des aides aux personnes en situation de handicap. Alors les sports aujourd'hui et que les élèves ont pu faire, il y a de l'athlétisme adapté, de la boccia. Alors la boccia, pour parler plus communément, c'est de la pétanque, mais pour les personnes en situation de handicap, du kinball. C'est un sport avec un gros ballon. Alors bonjour, je m'appelle Amel Eric, j'ai 15 ans et aujourd'hui j'ai fait un sport partagé. J'ai beaucoup apprécié participer aujourd'hui à cette journée au sport partagé. J'ai beaucoup appris car je suis une personne en situation de handicap visuel et j'ai beaucoup aimé travailler en équipe et croire en moi-même et pouvoir montrer mes difficultés et pouvoir adapter les sports. Merci beaucoup. Allez, on passe au rugby. Les Dragonnies du RCD joueront à domicile dimanche 21 mai à 15 h face au SC Salonnais. En cas de victoire, elles accéderont à la finale régionale qui se déroulera le 4 juin. Autour du handball, le DVHB jouait à l'extérieur face à Ajaccio samedi dernier et s'est incliné 34-28. Draguignan perd une place au classement. Prochain match à domicile le 13 mai à 20 h face à Bierpau. Et pour finir, l'équipe de football du Sporting Club Draguignan se déplaçait à La Ciotat et l'a emporté sur le score fleuve de 7-5. Ils gardent la 11e place au classement. Pour leur dernier match de la saison, le SCD recevra Lalonde dimanche 14 mai à 15 h. Voilà, c'était Infosport, à la semaine prochaine. Et maintenant, place à Alicia pour l'agenda de ce week-end. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'agenda de ce week-end. Et nous finissons la semaine avec un week-end artistique et animalier,
la SPA vous ouvre ses portes pour venir rencontrer leurs pensionnaires sous le thème du cinéma le 13 et 14 mai à Flyosque. Et nous restons toujours dans l'art culturel avec la Nuit européenne des musées qui aura lieu du 12 au 13 mai au musée Galerie Honoré Camos à Bargemont et au musée des arts et traditions populaires à Draguignan. Ce soir-là, à partir de 18h à 23h, vous pourrez profiter de visites éclairées, de parcours ludiques ou bien encore de projections et animations exceptionnelles qui vous feront vivre une expérience du musée à la fois conviviale et ludique. Et à présent, si je vous dis qu'il est possible de manger tout en marchant, et oui, bien sûr que c'est réalisable grâce à Rando & Brunch qui organise un parcours alliant le plaisir sportif et le plaisir gourmand à la fois, et tout ça le samedi 13 mai aux Arcs sur Argence. Et nous terminons du côté de l'Orgue avec une fête, mais pas n'importe laquelle, celle du printemps qui vous proposera de nombreuses animations, notamment des ateliers créatifs et sans oublier un marché artisanal qui fera divertir le centre-ville le 14 mai à 10h. Et je vous souhaite un agréable week-end, on se retrouve vendredi prochain. Et merci beaucoup Alicia pour cette rubrique. Voilà qui clôt cet hebdo. Et cette semaine, je vous invite également à aller découvrir nos émissions sur le site de Canal D avec le nouvel épisode de Totem qui en est la plus récente édition. Une découverte du métier de chorégraphe avec Nassim Batou qui crée des spectacles surprenants. Allez, merci à tous de nous avoir regardés jusqu'ici. C'était l'Hebdo du Dragon et je vous dis à la semaine prochaine.